Bonjour amis de la lecture, on se retrouve aujourd'hui pour un update FM et au cours duquel je vais vous présenter 3 livres. Un livre de Harry Mulisch, un livre de Patrick Senecal et un livre de Serge Broussolo. Mais d'abord, j'ai quelques petites annonces à vous faire. Donc la première de ces annonces, c'est que au mois de mars, donc prochainement, eh bien, je vais faire une lecture commune avec la chaîne Elodie. Donc je crois qu'elle s'appelle Elodie. Et le livre que nous allons lire en commun, c'est de Sean Hamill, donc une cosmologie de monstres. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas encore lu puisque j'attends son signal pour démarrer. Mais donc, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un premier roman et que Sean Hamill est également un scénariste qui a d'ailleurs écrit et réalisé plusieurs, je crois que ce sont des courts-métrages. Voilà, donc je vous en reparlerai un peu plus tard dès que, avec Elodie, nous nous serons mis d'accord pour la lecture. Et dès que bien, que nous aurons présenté chacun notre lecture du livre de Sean Hamill. Voilà, donc ça c'est la première chose. Autre chose que je voulais aussi vous annoncer, parce que c'est quelque chose que finalement je n'ai pas trouvé en fait sur les booktubes que je consulte. Il s'agit donc à partir de maintenant, je vais m'arranger pour réaliser au moins une fois par trimestre euh, un update, mais cette fois un update que je n'appellerai plus FM au fur et à mesure, mais un update que j'appellerai SP, spécial. Et en quoi cela va consister? Tout simplement, dans ces updates SP, je vais vous présenter plusieurs romans d'un même auteur. Et le premier que je vais faire, puisque j'avais dit que je me remettrai à la lecture de Serge Broussolo, et qui a commencé d'ailleurs, même avant, puisque en fait le point de départ c'est Hurle-Mort, et c'est suite à une présentation qui avait été faite, que j'ai décidé de me remettre à la lecture de Serge Broussolo. Et voilà, maintenant je vais plus approfondir ça et me diriger donc vers des updates FM, pardon, des updates SP euh, consacrés à un seul auteur. Et le premier, donc Serge Broussolo. Et je crois que je commencerai par le premier roman de Serge Broussolo que j'ai lu, c'est-à-dire un roman là aussi dont je n'ai pas beaucoup entendu parler, c'est Procédure immédiate d'évacuation des musées fantômes. Voilà. Bon, maintenant, donc nous allons venir directement à l'update du jour, mais, mais d'abord le générique. Le premier roman dont je souhaiterais vous parler là tout de suite, c'est celui-ci, donc qui s'intitule Siegfried. Alors Siegfried, je l'ai mis derrière aussi. Donc il y a une image, je ne sais pas si elle est très très visible. Il y a une image de Siegfried, c'est le Siegfried. Donc c'est un photogramme extrait du film de Fritz Lang, les Nibelungen. Nibelung, je crois qu'on prononce, excusez-moi pour la prononciation, je ne parle pas du tout allemand, Nibelungen, je sais pas. Enfin bref, vous connaissez sans doute cette légende qui raconte donc les exploits et les aventures de ce héros
germanique, donc Siegfried. Siegfried qui par la suite donc va tuer un dragon, etc. Bon, je vous en parlerai un petit peu après parce que là on va parler cinéma et légende. Mais d'abord, donc revenons au roman Siegfried. Alors Harry Mulisch, l'auteur, donc est néerlandais et et jusqu'à présent, je crois qu'il doit y avoir une dizaine de ces romans qui ont été publiés en France. Mais c'est un auteur qui reste peu connu, qui est pourtant culte dans son pays natal, la Hollande, donc les Pays-Bas. Mais en France, on le connaît moins. Alors, pour parler un peu de cet auteur, donc c'est un auteur qui a construit en fait son œuvre essentiellement sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Et en particulier, donc, il a une histoire lui-même qui, qui est quand même assez symptomatique puisque sa mère était juive et son père a été donc collaborateur nazi quand les Allemands, enfin, les nazis ont conquis la Hollande. Donc son père est devenu nazi collaborateur et sa mère était juive. Bon, alors déjà la situation, elle était un petit peu problématique. C'est d'ailleurs une situation qu'on va retrouver dans ce récit. Alors, de quoi parle ce récit? Mais peut-être avant, on va rester un petit peu sur la couverture parce qu'elle parle d'elle-même, je crois. En tout cas, elle donne pas mal d'informations. Donc d'abord, le titre, donc ce nom Siegfried, qui est, comme je vous le disais, le nom d'un héros allemand, mais qui est aussi, et on va le voir dans ce roman, qui est un roman historique, si on veut. Oui, c'est un roman historique. Vous allez vite comprendre pourquoi après, quand je vous expliquerai. Donc, dans ce roman, eh bien, il est question de Siegfried. Mais pas de ce Siegfried qui est derrière moi, là, sur l'écran, mais d'un Siegfried qui serait le nom que Eva Braun et Hitler auraient choisi pour leur fils. Donc ce roman raconte en quelque sorte l'histoire de ce fils Siegfried, Siegfried qui est donc le fils d'Hitler et d'Eva Braun. Et dans ce roman, donc en fait, qui est tout à fait plausible, hein, même si historiquement on sait bien que Hitler n'a pas eu d'enfant, et peut-être heureusement pour l'enfant et pour nous, on ne pourra jamais savoir. Donc ici, eh bien en fait, cet enfant aurait été caché et en fait, cet enfant aurait été confié à la garde d'un couple de domestiques qui travaillaient donc pour Hitler, pour Eva Braun plus précisément, dans le repère, hein, dans le fameux repère. Alors je ne sais plus comment le Berghof, je ne sais plus quoi. Je vais essayer de vous retrouver parce que comme d'habitude je n'ai pas écrit évidemment, pensant qu'il suffirait d'activer ma mémoire pour ressortir le mot, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Et je ne retrouve pas comment s'appelait ce repère où allait Hitler et toute son équipe. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas m'attarder. Donc je reviens au roman. Dans ce repère, donc la garde de cet enfant est confiée au couple de domestiques donc, qui habitent dans le repère. Et en fait, donc ça c'est un point de départ, mais en fait le véritable point de départ du roman, c'est donc un écrivain qui est, alors ça fait étrangement penser à Harry Mulisch lui-même, qui est spécialisé de la période de la Seconde Guerre mondiale, vient de terminer un roman. Justement, ce roman, c'est le roman qui raconte l'histoire de Siegfried. Et il va, donc, je crois, à Vienne, donc en Autriche,
la ville de naissance d'Hitler, où réside donc dans une maison de retraite, je crois, le couple qui a eu la garde de Siegfried, bien des années auparavant. Parce que cet écrivain, c'est aujourd'hui. Et évidemment, l'histoire de Siegfried, c'est les années 40. Enfin, entre 40 et 45. Je n'ai pas plus de précision à vous donner pour le moment. Donc, cet écrivain a écrit un ouvrage où il raconte cette histoire de l'enfant du couple Hitler et Van Braun. Et il est à la recherche de ses anciens domestiques qui sont toujours vivants pour obtenir des informations à propos de ce qu'il veut savoir sur Siegfried. C'est un roman qui est parfaitement plausible et qui raconte pas seulement l'histoire de Siegfried, mais un peu toute l'histoire de la fin et jusqu'à la destruction, jusqu'au suicide final, si on peut dire, de la famille Hitler. Je ne vais peut-être pas trop développer, parce que là, vous avez déjà beaucoup de choses. En tout cas, ce que je peux ajouter, moi, c'est que c'est un roman qui se lit très très bien. C'est un roman assez court. Il fait 270 pages. Il est écrit, regardez, il est écrit pour un livre de poche, de manière très très lisible, et il se lit vraiment sans aucune difficulté. Et il nous apprend quelques informations, mais pour les connaître, eh bien, n'hésitez pas à y jeter un œil. Alors, Siegfried fait partie je crois qu'il y a 3 romans qui vraiment ont fait connaître cet écrivain. 3 romans sur cette période précise de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vous donne, si j'arrive à trouver la bibliographie quelque part, je vous les donne. Oui, alors, il y a l'attentat, mais il n'y a pas tout. Il y a Siegfried, et il me manque un 3e roman, mais bon, c'est pas grave. Il y en a un 3e. Alors, je reviens une dernière fois sur la couverture. Donc, du coup, on comprend tout de suite la signification du titre et le rapport que ça a avec le nazisme, avec Hitler. Donc, Siegfried, le fils d'Hitler, porte le nom d'un des plus grands héros germains. Alors, je vais revenir juste là un peu sur cette légende, la légende donc des Nibelungen. Excusez-moi, vraiment, il faudrait que je me renseigne pour savoir comment on prononce, parce que je ne sais pas du tout si on doit mettre le N, le Gen ou pas, si on doit faire l'illusion. Nibelungen. Alors, donc, en 1924, je vais dire l'immense cinéaste Fritz Lang, donc, qui est connu, très connu, par exemple c'est l'auteur de M le Maudit, un chef-d'œuvre, de Métropolis, un autre chef-d'œuvre. Enfin, Fritz Lang fait partie des très grands cinéastes. Mais je ne suis pas là pour vous faire un exposé sur Fritz Lang, mais donc dans cette légende que je vais très brièvement rappeler, Siegfried, le héros, donc part en quête, comme tous les héros des légendes, et en cours de route, donc il va, donc d'abord, peut-être au tout début, il va forger sa propre épée dotée de pouvoir, une épée indestructible, qui lui donne une force incommensurable. Il va, avec cette épée, en cours de route, tomber donc sur un dragon qu'il va combattre, qu'il va tuer, et dans la légende, on raconte que le sang du dragon donc peut rendre invincible. Alors Siegfried
va se baigner dans le sang du dragon. Mais pendant qu'il se baigne, une feuille va tomber sur son épaule et ça sera un point de vulnérabilité puisque pour tout le reste du corps, il va devenir invincible. Alors évidemment, ça fait penser à un autre personnage légendaire, mais cette fois qui appartient à la mythologie grecque, puisque c'est Achille, avec cette histoire de talon. Hein, Achille qui avait été trempé dans le Styx par sa mère, et le Styx, si on se baignait dans le Styx en étant vivant, on devenait invincible, invulnérable. Et pour Achille, donc sa mère l'a trempé dans le Styx, mais elle l'a tenu par le talon. Donc du coup, le talon est resté une zone non invincible, destructible. D'où cette fameuse notion de talon d'Achille, le point faible. Et bien pour Siegfried, on retrouve la même idée avec la feuille qui lui tombe sur l'épaule pendant qu'il se baigne dans le sang du dragon. Alors ensuite, il va poursuivre sa route jusqu'à arriver donc chez un roi, et il va tomber amoureux de la fille de ce roi qui s'appelle Brumehilde, je crois. Alors encore une fois, excusez-moi pour la prononciation, Brumehilde, je ne sais pas très bien comment on prononce. Et donc il va tomber amoureux de cette fille, et le roi, pour lui accorder la main de sa fille, en fait Siegfried va devoir accomplir une série d'exploits pour l'aider à vaincre, à résoudre un problème, suite à quoi il pourra épouser donc Brumehilde. Je n'en dis pas plus sur cette légende, elle est, je pense, suffisamment connue, et donc le fond qui anime l'esprit de cette histoire de Siegfried, c'est bien Siegfried serait une sorte de réincarnation de ce héros germain des origines. Si vous voulez savoir ce qu'il advient de lui, je vous incite à le lire. Vraiment, moi j'ai découvert, je ne connaissais pas Harry Mulisch. C'est vraiment par hasard, en traînant un peu dans les rayons de littérature, dans les... alors je crois, non, c'était dans une librairie près de chez moi. Donc je l'ai vu et je me suis posé la question justement par rapport au titre. Donc je l'ai pris et je l'ai lu très rapidement. Et oui, en fait, et j'ai bien envie de lire les deux autres qui l'ont rendu également célèbre. Voilà. Je vais vous parler un petit peu des films. Donc, la légende de Siegfried a fait l'objet de plusieurs adaptations, dont l'une, donc la première, c'est celle de Fritz Lang, alors, qui est un film assez long, hein, qui est un film, je crois, qui doit durer... il est en deux parties, une partie Siegfried et une partie Brumehilde, et il doit durer à peu près 5 heures, 4-5 heures. Oui, donc on peut le regarder en une fois, on peut aussi le regarder en plusieurs fois, parce que donc c'est ce DVD-là, parce qu'en fait il y a plusieurs DVD, il y a 2 DVD je crois, et donc 2 parties. Voilà. Donc celui qui est là, la première partie Siegfried, et l'autre, du coup, c'est pas mieux, Rémilde. Bon, enfin bref. Voilà, et donc un film remarquable, hein, muet, mais tellement impressionnant. Il suffit de penser, donc on est, voilà, on est dans, dans un film à budget énorme, on pourrait presque dire illimité pour l'époque. Donc le dragon, par exemple, c'est un dragon qui a été fabriqué exprès, évidemment, pour la séquence de combat, et qui fait, je crois, 12 mètres de long, puisqu'on a
on a l'échelle en fait, on a Siegfried devant le dragon qui se bat avec lui, il crache du feu, il, il, il jette de la fumée, enfin bref, c'est vraiment impressionnant. Si vous pouvez, je vous invite là aussi à jeter un œil à cette légende, donc les Nibelung. Les Nibelung. Alors c'est un terme qui signifie en allemand, je me suis un peu renseigné, ça veut dire les nains. Et effectivement là on est en plein, alors on n'est pas quand même pas dans Tolkien, mais on est dans l'univers des nains, et là aussi les nains, leur préoccupation principale c'est de creuser et d'accumuler des richesses. Et donc le parcours de Siegfried va l'amener au royaume des nains. Voilà, je ne vais pas trop détailler ça, je vous invite vraiment à y jeter un œil si vous avez un peu de temps et si ce genre de légende vous intéresse. Alors l'autre film dont je voulais vous parler, c'est aussi, alors évidemment ce film est un film allemand puisque Fritz Lang était encore en Allemagne à ce moment-là. Il a quitté l'Allemagne eh bien, au moment de l'avènement du nazisme au pouvoir, donc, et surtout après que, je crois que c'est Goebbels, qu'il a, alors je dirais pas convoqué, qu'il a invité dans ses bureaux pour lui proposer, lui confier de contrôler la production allemande nazie. Et évidemment, Fritz Lang n'a même pas répondu, je crois. Il est parti. Il a quitté l'Allemagne. Et il va passer d'abord une année en France, où il va d'ailleurs tourner un film en 1934. Et ensuite, il va émigrer aux États-Unis, où il va rester. Il va avoir une deuxième carrière de cinéaste aux États-Unis, qui est assez, même très différente de sa carrière allemande. Mais bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur Fritz Lang, mais c'est vraiment, intéressant, d'autant plus que lui-même, Fritz Lang, donc qui était juif, euh, était marié avec une femme qui s'appelait Thea von Harboe, qui était, elle, nazie. Et oui. Et donc, elle écrivait les scénarios de ses films, le scénarii, si vous voulez le prononcer à la latine, les scénarii de ses films. Et évidemment, ça ne pouvait pas non plus durer, surtout quand les nazis ont pris le pouvoir. Donc, Fritz Lang va quitter l'Allemagne, puisque d'une part, il veut pas défendre le cinéma nazi, et d'autre part, il est juif. Et en plus, même si aux États-Unis, eh bien, il avait une certaine notoriété quand même, hein, mais il devait quand même refaire ses preuves, etc. Malgré tout, c'était un meilleur chemin que celui de rester en poste en Allemagne. Voilà, l'autre film dont je voulais vous parler, qui est un film allemand également, plus tardif, puisque je crois qu'il est... Alors, est-ce que je l'ai... Oui, je l'ai pris. Donc l'autre film, alors là, le titre est explicite aussi, hein, c'est un film allemand. Alors le réalisateur est absolument inconnu, c'est Harald Heine. La prononciation allemande, c'est pas mon fort. Hein. La vengeance de Siegfried. Alors ça doit être un film de 1965-66, je sais plus, mais c'est un film des années 60. Donc, alors là, on est beaucoup plus dans la représentation convenue, hein, de la légende. C'est un film également qui a une durée assez longue, mais là encore une fois avec des moyens importants, mais donc qui raconte la même histoire, hein, puisque c'est également la légende de Siegfried, avec des moyens considérables pour l'époque. Donc là aussi, si vous avez l'occasion, je vous invite à y jeter un œil, mais si vous deviez choisir entre la vengeance de Siegfried et les Niboulis,
Et celui-là, donc moi je vous inviterai évidemment à d'abord, en priorité, regarder le film de Fritz Lang. Alors le roman dont je voudrais vous parler un peu maintenant, c'est un roman de Patrick Sénécal, qui s'intitule Flow. Flow, donc un roman qui est paru au Québec d'abord en 2021 et ensuite en France. Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur ce roman. La première, peut-être, c'est que si vous, pour ma part, hein, c'est le premier roman de Patrick Sénécal que je lis. Donc, je connaissais de nom parce qu'on en entend très souvent parler. Il est même adoré par un certain nombre de, de personnes. Et la première question donc, qui m'est venue à l'esprit en le lisant, c'est que je me suis demandé si, pour commencer, Patrick Sénécal, Flo était le roman le plus adapté. Et il se trouve que, en cherchant un peu, en particulier sur des comptes Instagram, j'ai remarqué que, en fait, non. Il était préférable, c'était conseillé même d'avoir lu son premier roman, 51-50 rue des Ormes, que j'ai d'ailleurs, que je vais lire ensuite, avant de lire celui-là. Parce que, paraît-il, puisque moi je ne connais pas Patrick Sénécal, c'est un auteur qui a l'habitude en fait de faire de l'autoréférencement, de citer d'autres romans ou des personnages, enfin je ne sais pas trop. Donc moi j'en ai acquis un certain nombre, parmi les premiers que je n'ai pas lus, et j'ai commencé par celui-là. Et j'ai découvert donc qu'il fallait mieux ne pas commencer par celui-là. Donc il y a ça, et il y a ensuite le style aussi, parce que c'est un roman très particulier, puisque l'essentiel du roman consiste à retranscrire en fait enfin à imaginer plutôt pas à retranscrire, mais à imaginer un journal intime écrit par une petite fille de 8 ans. Alors évidemment, ça implique au niveau du style de s'y adapter et par conséquent, donc pour la lecture, ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a beaucoup de redites, de répétitions et pas mal de, disons, d'expressions, de tournures de phrases qui, moi, personnellement, m'ont parfois posé problème. Non pas parce que, pas problème par rapport à la compréhension et à la structure de la phrase, mais problème parce qu'il y a un certain nombre de termes qui sont utilisés, qui appartiennent sans doute au vocabulaire québécois que j'ai mis un certain temps avant de comprendre. Et cette petite fille, donc qui s'appelle Florence dans le roman, eh bien, en écrivant son journal, il y a souvent, très souvent, recours. Alors l'essentiel du roman est constitué justement par les écrits de cette petite Flo, cette petite Florence, et bien il faut s'y adapter. Enfin pour ma part, il a fallu que je m'y adapte parce que ça n'allait pas forcément de soi, même si après l'histoire en elle-même est quand même très très simple. Alors avant de parler de la couverture d'abord et puis du roman, du contenu lui-même, je tiens quand même à, à avertir que la lecture peut poser problème à certains ou certaines. En effet, parce que ce que va raconter cette petite fille dans son journal, eh bien, on ne peut pas dire que ce soit très folichon. C'est même assez glauque. Hein. Initialement, d'ailleurs, j'avais choisi ce roman pour le lire dans le cadre du challenge de la crypte. Alors évidemment, j'avais commencé, mais je n'ai pas pu le terminer
à temps, puisque le challenge se terminait le 31 janvier. Et donc j'en avais lu à ce moment-là que à peu près la moitié. Et bon, entre-temps, j'ai lu d'autres livres, dont le Harry Mulisch que je viens de vous présenter, et aussi celui que je vais vous présenter ensuite, le Serge Broussolo. Donc, ce roman, eh bien, de Patrick Sénécal, m'a posé quelques petites difficultés. Alors, c'est pas insurmontable, hein. Euh, je vous le dis quand même, hein, c'est facile de comprendre quand même, hein. Ce n'est pas très très difficile. Et je ne m'y attendais pas en fait. Je ne m'attendais pas à ce langage, je ne m'attendais pas à ces tournures, je ne suis pas au fait non plus de l'écriture, du style, comment dire, de la terminologie québécoise, même si, bon, les termes ou les expressions sont suffisamment répétitifs pour qu'on finisse par comprendre leur sens. Mais pour certains, moi, j'ai lu tout le roman sans vraiment saisir le sens de certains termes. Mais bon, je mettrai ça, ça n'empêche pas de lire, quoi. Ça ne vous rend pas le texte incompréhensible, hein, loin de là. Donc il y a ça, cette petite réserve que j'aimais, et l'autre réserve donc que je vous réitère, c'est que malgré tout, donc l'histoire qui va être racontée dans ce journal de cette petite fille est très très glauque, et elle flirte avec des idées qui peuvent déranger ou qui peuvent choquer même certaines personnes. Donc je vous annonce quand même de prendre quelques petites précautions. Alors maintenant, venons-en au roman lui-même. Donc d'abord, la couverture. Alors je vais la rapprocher parce que elle est intéressante cette couverture, et il y a certains détails qu'on voit difficilement en fait. Donc d'abord, c'est assez clair, le titre Flo. Alors Flo, il ne faut pas penser que c'est un diminutif de Florence, qui est le prénom du personnage, mais Flo, ça fait référence aux vagues en fait, à la mer, aux vagues, au reflux et au flux de l'eau et des vagues qui s'écrasent sur la plage. Ça s'explique dans le roman, hein, puisque à chaque fois qu'il se produit certaines choses, Florence a dans la tête des espèces de flots de vagues qui l'assourdissent en fait, et qui se calment après, une fois qu'elle a commis ses actions. Alors que raconte donc, je reviens, je n'ai pas tout à fait terminé avec la couverture. Donc on voit sur la couverture, eh bien on peut dire que le personnage c'est une petite fille, Florence, qu'il y a un piano avec une partition, et on apprend dans le roman que eh bien, Florence apprend à jouer du piano, et qu'elle suit, donc il y a un professeur de piano qui vient chez elle régulièrement pour lui donner des leçons de piano. Et on a donc cette idée qui est représentée en couverture, avec le titre Flow, donc qui fait référence aux vagues. Autre chose qu'on ne voit pas très bien, moi je ne l'ai pas vu tout de suite, mais il faut se rapprocher vraiment, donc je vais le rapprocher. Alors j'espère que ce sera un peu visible. Si vous regardez bien la partition, vous voyez qu'il y a des traces rouges. Et évidemment, ça fait penser à des traces de sang. Alors c'est un roman qui est sanglant, hein. Il y a quand même, il y a quand même des scènes de meurtre assez sordides. Mais je ne vous en dirai pas plus sur ces meurtres. Toujours est-il que voilà, l'essentiel de l'action se déroule alors chez Florence, chez ses parents, puisqu'elle est petite, elle est encore avec ses parents. Donc, et jusque quasiment la fin, en fait, toute l'action se déroule dans la maison de Florence.
Dans cette maison, il va se passer pas mal de choses, de plus en plus sordides, de plus en plus glauques, de plus en plus inquiétantes. Et tout cela va être raconté par Florence dans son journal. En parallèle, on va avoir quelques pages ponctuellement qui vont venir écrites, je crois qu'elles sont d'ailleurs écrites en italique, qui vont venir faire le point sur la situation vue de l'extérieur. Parce que tout est raconté à travers le journal de Florence. Et on a occasionnellement des petites perspectives, des petits points de vue extérieurs qui permettent d'avoir un autre regard sur la situation. Parce que l'autre difficulté, l'autre habitude qu'il faut prendre, c'est que Flo étant alors elle a 8 ans, mais elle dit qu'elle va bientôt avoir 9 ans, je crois qu'elle a 8 ans et 11 mois, un truc comme ça. Elle a 8 ans et 11 mois, donc bientôt 9 ans. Et, Florence raconte ça avec une pensée d'enfant. Autrement dit, il y a un énorme décalage entre ce qu'on a dans le journal et ces petits points qui sont faits occasionnellement, ces petits points de vue extérieurs. Et du coup, ça rend la chose intéressante. Ça la rend beaucoup plus intéressante dans le sens qu'on a deux points de vue. Et pas seulement le point de vue qui est un point de vue pathologique, on le comprend assez vite, hein, de cette petite Florence. Voilà, donc on suit, c'est un roman, alors je crois qu'il est assez court, hein, il est assez rapide à lire, je crois qu'il fait, 285 pages. C'est écrit en c'est lisible, hein, il n'y a pas de problème, ça va, on n'a pas de difficulté à lire. Donc ça se lit très vite. Alors évidemment, s'il n'y avait pas eu pour moi ces petits blocages liés au vocabulaire, liés au style qui reproduit celui, entre guillemets, d'un enfant de 8 ans. Alors je ne sais pas comment écrit un enfant de 8 ans, mais en tout cas, pour 8 ans, elle écrit pas mal. Hein. Elle écrit assez bien. Même s'il y a des répétitions, etc., elle écrit assez bien. Parce que je ne pense pas qu'à 8 ans, j'écrivais comme elle. Hein. Vous, je ne sais pas, mais moi, je ne pense pas que je savais écrire comme elle. Vous, si vous lisez, vous vous en rendrez compte très vite. Même si ça reste, donc là, on sent qu'il y a quand même une... C'est aussi l'une des petites difficultés, c'est qu'on sent la patte, en fait, on sent que l'auteur a voulu reconstruire un style enfantin. Et bon, personnellement, ça m'a pas gêné, mais il y a quelque chose qui a sonné un peu artificiel, quoi. Donc voilà, mais euh, hormis ça, bon, c'est un roman qui se lit très bien. Par contre, effectivement, et là je le répète, hein, c'est peut-être pas celui par lequel il faut commencer. Pour ma part, j'ai décidé, après avoir lu ce roman et après avoir consulté quelques comptes Instagram qui en parlent, j'ai décidé donc de lire le premier roman pour suivre celui-là, et parce qu'il y est fait référence. Mais je ne sais pas, je vous reparlerai plus tard de Patrick Sénécal quand je connaîtrai un peu mieux cet auteur. En tout cas, ça ne m'a pas rebuté au point de me dire non, je ne lirai plus cet auteur. Au contraire, je vais essayer de découvrir d'autres aspects de cet auteur, d'autant plus que, comme je vous le disais, hein, partout, je n'en entends que du bien, quoi. Bon, voilà. Flo. Les Emmurés. Les Emmurés, un roman de Serge Brussolo de 1990.
et un très bon roman, un très bon cru, comme diraient les amateurs de vin. Donc un très bon roman, un très bon thriller, et je voudrais encore une fois, comment dire, remercier Bullish Bookish, c'est elle, sa chaîne, quand elle a présenté donc Hurle-Mort de Serge Brussolo, c'est elle qui m'a en quelque sorte incité à me replonger dans Serge Brussolo. Et donc les emmurés, j'allais dire les enrhumés, les emmurés, eh bien, est un roman qui m'a pleinement satisfait. Alors, c'est. Bon, on a vraiment là le style de Brussolo, qui est un auteur très prolixe, hein, et donc qui a pour coutume, en fait, d'inscrire dans ses histoires, dans ses récits, des retournements inattendus de situation ou des évolutions de son arc narratif complètement qui peuvent paraître parfois un peu tirés par les cheveux, mais en fait qui se construisent toujours très logiquement par rapport à la structure du récit, et c'est le cas ici. Et ici, tout est réussi. Parfois, c'est moins bien réussi. Mais dans les emmurés, c'est réussi complètement. Alors, qu'est-ce que racontent les emmurés? Eh bien, nous avons, alors j'ai noté le nom, je n'ai pas oublié, j'ai noté le nom du personnage principal. Elle s'appelle Jeanne, elle est journaliste et elle est envoyée donc dans un immeuble, immeuble qui a été construit et oui, imaginé par un architecte qui s'appelle Malestraza. Et cet immeuble a une grosse particularité qui est qu'on raconte, il y a un certain nombre d'années, qu'un certain nombre de personnes ont été emmurées dans les murs de cet immeuble. Et Jeanne est envoyée pour faire un peu le point là-dessus. Donc elle est logée pour une certaine période, elle a un appartement et elle va s'installer. Et ce qu'elle va découvrir, évidemment, c'est quelque chose qui va à la fois donc conforter l'idée qu'il y a bien eu des emmurés, d'où le titre, les emmurés, mais aussi qu'il y a autre chose qui se joue. Et Jeanne, alors là aussi c'est une constante chez Brussolo, c'est en quelque sorte de faire subir à ces personnages principaux, et ça sera le cas dans Les Emmurés, un tas d'épreuves, un tas de les faire souffrir aussi. Jeanne va quand même souffrir, hein. Il va lui arriver un certain nombre de choses. Bon, je ne vous dévoilerai pas ce qui lui arrive, mais en tout cas, elle va en baver. Je ne veux pas trop en dire. Donc on retrouve tout ce qui caractérise Brussolo dans ce roman. C'est un très bon texte, il file à toute allure. Donc c'est un petit livre de poche qui est pas très long non plus, hein, qui fait pareil 285 pages et qui est relativement lisible, même en collection de taille réduite de poche. Donc je vous je vous recommande, si vous ne connaissez pas ce Brussolo, je vous le recommande, vraiment. Vous allez passer un très bon moment. Et voilà, bon, vous allez vivre avec Jeanne tous ses déboires, et aussi jusqu'à la fin, parce que Brussolo, c'est quelqu'un qui manie le retournement, même si la fin est quand même attendue, hein. Ce qui se passe au tout dernier chapitre, et qui est encore on pourrait dire un retournement, mais parfaitement logique avec toute l'histoire qui a été racontée
auparavant. Donc c'est un retournement logique et attendu. Mais une confirmation, c'est une confirmation de notre lecture. Voilà, je sais, non, je ne vais peut-être pas en dire plus. Je vous le répète, ce bruit solo là, Les Emmurés, à ne pas confondre avec un autre qui porte un titre qui peut évoquer les Emmurés. Je crois que c'est ceux qui vivent à l'intérieur, un truc comme ça, qui n'est pas du tout le même roman. Donc Les Emmurés.